Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de notre édition de Nice. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis, bonjour. Notre invité aujourd'hui, Lionel Tivoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes. On va démarrer par l'actualité brûlante autour de l'Ukraine et de la situation internationale. Emmanuel Macron a prononcé une allocution solennelle mercredi soir. Il a pointé, je cite, la menace russe et il a expliqué aux Français que la patrie avait besoin d'eux. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours du président ? Écoutez, c'est un discours qui fait peur. Malgré tout... Il fait trop peur ? Probablement parce qu'en réalité, il y a un agresseur et un agressé. La Russie a agressé l'Ukraine. Manifestement, ce que nous disons, nous, au Rassemblement National, depuis le début de cette guerre, à savoir qu'il faut trouver une voie de paix par la voie diplomatique, c'est ce que semble maintenant vouloir le président Macron, alors qu'au départ, il voulait par voie militaire, puisqu'il voulait... Il a jamais évoqué l'envoi de troupes au combat et sur le front. Non, mais il avait dit que l'Ukraine gagnera la guerre. On se rend compte aujourd'hui que l'Ukraine toute seule ne peut pas gagner la guerre. Et donc, je crois qu'il faut trouver des solutions pérennes pour les Français d'abord et pour les Ukrainiens. Quel type de solution ? Écoutez, ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut trouver un accord de paix, un accord qui ne mette pas à mal la France. Nous nous opposons, nous, au Rassemblement National, à l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. Nous avons déjà énormément aidé l'Ukraine. Y compris pour contrôler la réalité d'un cessez-le-feu ou dans le cadre du contrôle d'un garantie de paix. Dans le cadre de la garantie de paix, nous sommes pour l'envoi de casques bleus sous l'égide de l'ONU. Mais nous ne sommes pas pour aller en guerre contre la Russie. Si vous voulez, il faut préserver les intérêts des Français. Nous ne sommes pas prêts à faire la guerre. Il n'est pas question de partir en guerre contre la Russie. Ce qu'a pointé Emmanuel Macron, c'est le risque et la tentation de la part de Vladimir Poutine d'aller plus loin que son offensive en Ukraine. Oui, c'est un risque. C'est à prévoir effectivement dans les accords de paix, dans le contrôle de cet accord de paix. Mais en revanche, il faut arrêter d'aller systématiquement avec, comme le fait le président Macron, avec des déclarations de provocation, avec des déclarations de va-t-en-guerre. Nous, depuis le début, nous sommes constants, nous sommes pour un accord de paix par la voie diplomatique, non pas par la voie militaire. Nous sommes pour la réindustrialisation de notre pays, ce qu'a proposé le président Macron hier soir, peut-être un peu trop tard. C'est ce que nous proposons, nous, depuis maintenant de nombreuses années. Il a mis 8 ans à s'en apercevoir. Je trouve que c'est un peu long. Ça nous donne raison. La France doit passer en économie de guerre. Mais alors, je rappelle quand même que le président Macron, je crois en 2018, son gouvernement a baissé le budget de la défense de 850 millions d'euros. Je rappelle aussi... Il a quasiment doublé depuis 2017. Oui, mais il a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Passer en économie de guerre, évidemment que nous devons passer en économie de guerre. Mais c'est pas parce que nous passons en économie de guerre que demain, nous aurons tout l'armement nécessaire pour pouvoir préserver la paix, puisque l'économie de guerre, c'est pas dans l'idée d'aller faire la guerre, c'est d'être dissuasif et de pouvoir faire la paix. Il faut réindustrialiser notre pays, il faut que nous puissions avoir une industrie de l'armement dans notre pays. Il faut que le Green Deal, notamment, qui baisse, par exemple, nos investissements dans le nucléaire, soit supprimé. Donc nous avions raison à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois à l'Europe avec cette demande de suppression du Green Deal. Cette question, Denis, pardon, n'est pas légère, quoi. C'est-à-dire que l'économie de guerre, c'est pas juste mettre de l'argent dans la défense, c'est aussi faire des sacrifices sur tout le reste des dépenses. Non. Est-ce que le Rassemblement national est prêt à ces sacrifices, à ces efforts-là ? Quand on parle, si vous voulez, j'ai peut-être pas répondu sur le bon terme. Je crois qu'il faut évidemment augmenter le budget alloué à la défense. Il faut que notre défense soit davantage prise en compte. Il faut que notre industrie soit meilleure dans le cadre de la défense et surtout que l'on privilégie les commandes européennes dans l'armement de la France. Ça, c'est une importance capitale. Pour bien clarifier les choses, on va écouter, si vous voulez bien, Raphaël Glucksmann. Il était l'invité de BFM TV mardi. Si vous voulez, donc, je vous propose d'écouter le député européen et coprésident de Place Publique. Il y a partout en Europe
Et en France, c'est représenté par Marine Le Pen et le Rassemblement national, des pseudo-patriotes qui viennent à la tribune. Marine Le Pen, hier, elle vient à la tribune. Donald Trump plante les Européens, plante les Ukrainiens, décide de 25% de taxes douanières sur nos productions, sur les viticulteurs français, sur les productions françaises. Et pas un mot de Marine Le Pen pour dénoncer l'attitude de l'administration américaine. Pas un mot. Et ça ne fait que confirmer ce que je vois depuis 6 ans, jour après jour, au Parlement européen, c'est-à-dire ces patriotes de pacotille qui, en réalité, refusent de défendre les intérêts de nos nations, les intérêts européens, et qui, à chaque fois, se couchent à plat ventre face à des idéologues étrangers qui frappent au cœur nos productions, qui frappent au cœur nos intérêts vitaux. Lionel Thibollet, est-ce que vous appartenez au camp des patriotes de pacotille ? J'appartiens au camp des patriotes. Je n'appartiens pas au camp de ce monsieur qui a, dans le parti, a gouverné pendant de nombreuses années sous François Hollande, qui a bradé notre pays, qui a bradé notre industrie, qui a bradé notre souveraineté et qui vient aujourd'hui nous donner des leçons. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de ce type de personnes. Quand même sur Trump, par exemple, quand il dit qu'il n'y a pas un mot sur Trump, c'est vrai, il n'y a pas eu un mot lundi à l'Assemblée nationale de Marine Le Pen sur Trump. Alors il s'est rattrapé dans l'interview du Figaro de mercredi, certes, mais naturellement on pourrait s'imaginer avec toutes les annonces fracassantes de Donald Trump qu'il y ait au moins une déclaration de la chef de file des députés RN à ce sujet. Mais écoutez, Marine Le Pen est là pour défendre les intérêts des Français. Marine Le Pen n'a pas été de celles qui ont appelé à l'élection de Donald Trump. On a été assez réservé parce que Donald Trump, effectivement, est là pour défendre l'intérêt des Américains. Il a été élu pour ça. Et nous, au Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous sommes là pour défendre les intérêts des Français. Voilà. Donc nous avons fait des propositions en ce sens-là. Nous n'allons pas commenter systématiquement quand un chef d'État fait des déclarations. Elle a d'ailleurs dit une déclaration qui engage l'Europe, qui engage la paix en Ukraine. N'a pas eu de réaction qui engage l'Europe. Ah bah si, quand il annonce 25% d'augmentation des droits de douane sur les produits issus de l'Union européenne, mais ça va nous impacter. C'est une conséquence de son élection. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes bien réservés d'appuyer son élection. Donald Trump est là pour défendre les intérêts des Américains. Il fait sa politique, il augmente les taxes douanières de 25%, c'est son droit. À nous de répliquer et à nous de nous armer, de nous armer économiquement pour réindustrialiser la France et ne plus dépendre des États-Unis ou ne plus dépendre d'autres pays. C'est ce que nous réclamons en fait depuis maintenant des années. Et en fait, on se rend compte que là, ce qui se passe avec Donald Trump, c'est ce que nous avions prévu depuis des années. Nous avons perdu tout dans notre industrie. Nous sommes en rupture de médicaments, nous sommes en rupture dans l'armement. Nous ne sommes plus qu'un pays de services. Donc réindustrialisons la France, pardon. Ouais, les États-Unis de Donald Trump, ça reste des alliés, ce sont des adversaires aujourd'hui. C'est un traître, Donald Trump? Non, c'est pas un traître. C'est un président qui œuvre pour son pays. C'est un président qui prend des choix stratégiques pour son pays. Au détriment de tout ce que ça peut provoquer comme catastrophe par ailleurs. Et quelle catastrophe ça va provoquer. Il a pris une décision. C'est le seul président à l'heure actuelle qui a réussi à peut-être faire plier Volodymyr Zelensky, pour pouvoir trouver faire plier le plus faible des deux, c'est quand même pas très glorieux. C'est plutôt Poutine qui va faire c'est quand même le plus fort des deux, c'est quand même Poutine, c'est pas Zelensky. Il y a rien de glorieux. Et alors on va faire quoi? On va aller en guerre contre Vladimir Poutine qui fait de l'arme nucléaire. Il faut trouver une voie diplomatique. Je crois qu'à un moment donné, c'est ce que nous demandons au Rassemblement national depuis le début, une solution diplomatique. Il y a un constat, l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. L'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Mais la paix ne peut pas être durable sans garantie. Nous ne voulons pas de l'Ukraine dans l'OTAN ni dans l'Europe. Et par conséquent, je crois que le mieux est d'avoir un accord de paix qui a été initié. Et je crois que la France doit retrouver ici sa place dans le concert des nations. Cette place que nous avons perdue. Nous n'avons plus la voix. C'est pas en ménageant ni Poutine ni Trump qu'on va forcément davantage se faire respecter. Des gens qui ne connaissent que le rapport de force. Mais on ne ménage ni l'un ni l'autre. Il y a un constat. Nous en sommes là. La Russie agresse l'Ukraine. Nous devons trouver une équidistance entre ces pays, c'est-à-dire ce qu'avait d'ailleurs c'était l'esprit de ce que voulait le général de Gaulle. Nous ne voulons pas entrer en guerre, donc il faut à un moment donné que les esprits se calment d'un côté et de l'autre. Une dernière question sur le sujet. Volodymyr Zelensky, c'est un problème aujourd'hui?
Écoutez, je ne sais pas si c'est un problème, Volodymyr Zelensky, ça ce sont les Ukrainiens qui en décideront. Il est président de l'Ukraine, il a été élu. Oui, il reste légitime. Hein. Là, à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est le président de l'Ukraine, donc nous ne contestons pas sa présidence de l'Ukraine. Alors, on va s'intéresser à la politique intérieure. Après avoir fait tomber le gouvernement Barnier, le Rassemblement national laisse pour le moment sa chance au produit François Bayrou. Qu'est-ce qu'il a de mieux que son prédécesseur ? Ce qu'il a de mieux, c'est peut-être qu'il respecte davantage nos électeurs. C'est un Premier ministre de centre mou. C'est un Premier ministre qui est quand même l'émanation des magouilles entre les LR, LFI et le parti présidentiel lors du second tour des élections législatives, parce qu'il faut quand même rappeler, je crois que c'est important de le rappeler, que s'il n'y avait pas eu ces magouilles, nous étions donnés entre 260 et 330 sièges à l'Assemblée nationale. Et malgré le portrait que vous dressez, oui, vous lui laissez, sa chance. Évidemment, parce qu'en fait, nous sommes des élus responsables. Nous sommes conscients que nous n'avons pas gagné l'élection législative. Si nous avions gagné, nous serions au pouvoir. Et comme nous ne sommes pas au pouvoir, eh bien, nous choisissons le moins pire. Et c'est vrai qu'entre un Michel Barnier qui ne respectait pas nos électeurs, qui ne respectait pas nos maires, puisque dans son budget, c'était 5 milliards d'euros de baisse de dotation pour nos communes, eh bien, il y a François Bayrou, que nous n'avons pas censuré pour son budget, parce qu'à un moment donné, il faut être responsable, et ça aurait mis énormément d'entreprises et de Français dans la difficulté de le censurer à cette date-là. Et pourtant, plein de gens qui disent que le budget est pire, celui de François Bayrou, que celui de Michel Barnier. C'est pas votre avis, alors ? Je ne dis pas que le budget... Mais en fait, si vous voulez, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce sont globalement... Oui, mais il y en a un que vous laissez gouverner, pas l'autre. Il y en a un que... En fait, vous n'avez pas le sentiment d'avoir fait une bêtise en censurant la première fois et vous vous êtes dit cette fois-ci, il faut arrêter parce que les gens... Non, parce que nous avons obtenu des avancées entre le précédent budget sur nos lignes rouges, notamment les 5 milliards d'euros de dotation aux collectivités. Et nous avons également obtenu, quand on sait qu'un tiers des Français n'arrivent plus à se soigner, l'annulation du déremboursement de certains médicaments. C'était 2 de nos lignes rouges, deux choses que nous avons obtenues. Donc nous savons que nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale et par conséquent nous sommes responsables et nous faisons en sorte, tant bien que mal, que nous tenions jusqu'en 2027 et l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Bruno Retailleau prend la lumière au ministère de l'Intérieur. Il tient des lignes fermes, notamment sur des sujets liés à l'immigration. Est-ce que ce n'est pas de lui que vient le plus grand danger pour le Rassemblement national aujourd'hui ? Je crois que ce n'est pas un danger pour le Rassemblement national. Bruno Retailleau fait de la politique depuis 1982. Bruno Retailleau a soutenu Nicolas Sarkozy, qui nous avait promis le Karcher et qui nous a amené Kouchner, ou Fadela Amara. Je crois qu'on peut peut-être aller lui prêter une once de sincérité, mais en réalité, les faits sont là, il a un bilan. Le nombre de coups de couteau par jour n'a pas diminué. Il propose une nouvelle loi immigration. Nous proposons la nouvelle loi immigration. Il faut savoir ce que ça a fait avec M. Darmanin, son prédécesseur, qui pareil a mis de la poudre aux yeux aux Français en disant on va durcir les conditions d'accueil, on va augmenter les expulsions d'OQTF qui étaient à 6,5%, c'est-à-dire que les obligations de quitter le territoire français ne sont effectuées qu'à 6,5%, et en réalité on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que c'est allé au Conseil constitutionnel, et que bien cette proposition de loi immigration qui était censée durcir un minimum les capacités d'accueil et en tout cas les expulsions, a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Et avec les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc c'est ce que fera exactement M. Retailleau à l'Assemblée nationale. Et sur l'Algérie, c'est la bonne méthode, M. Retailleau ? Mais M. Retailleau sur l'Algérie... Le bras de fer qu'il engage vis-à-vis de l'Algérie ? Mais en fait, c'est de la poudre aux yeux aussi. Il n'engage pas de bras de fer avec l'Algérie. Si on veut engager un bras de fer avec l'Algérie, eh bien, on dit par exemple que les hauts dignitaires algériens ne puissent plus venir se soigner ici, que nous ne livrerions plus le faire en négociant les accords de 68. D'accord, mais il va le faire comment ? Avec le désaccord c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron aura signé la fin de la récré, eh bien, il se rangera. En fait, certains disent que sa déclaration de guerre à l'Algérie, c'est en fait une déclaration de candidature au présidentiel de 2027. Oui, vous pensez que c'est le cas ? Je ne sais pas, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les faits. Il a déclaré, soi-disant, la guerre. Nous ne déclarons pas la guerre à l'Algérie, c'est au gouvernement algérien qui nous méprise. Et regardez les faits. Il déclare la guerre au gouvernement algérien, mais accepte que pour le ramadan, des imams algériens viennent prêcher sur le sol français.
Je rappelle qu'à Marseille, par exemple, 2 imams algériens ont été menacés d'expulsion parce qu'ils ont prôné la lapidation des femmes à la mairie des Bleuets, par exemple. Donc on ne peut pas faire... Donc son action n'est pas conforme avec son Il fait de la discours. politique depuis 1982. Il a été soutien de Nicolas Sarkozy. On a vu ce que ça a donné, Nicolas Sarkozy, qui avait pareil employé les mêmes mots que lui et qui finalement a fait pchit. Donc en réalité, Gérald Darmanin, Monsieur Retailleau, c'est un mini Nicolas Sarkozy qui produira les mêmes effets. Que se passera-t-il si l'inéligibilité de Marine Le Pen est confirmée en appel le 30 mars? Est-ce qu'elle n'est donc pas en capacité de se présenter à l'élection présidentielle de 2027? Quelle sera l'attitude du RN? Quelle sera la réaction? Écoutez, au RN, nous avons de la continuité. Ce n'est pas l'homme ou la femme, c'est le programme que nous portons. Marine Le Pen, je l'espère et je pense, ne sera pas condamnée. Et en tout cas, je ne fais pas de politique fiction sur cela. Pardon. Alors un mot sur le Rassemblement National dans les Alpes-Maritimes. Vous avez l'année dernière été écarté de la direction départementale du parti. Est-ce que Alexandra Masson, qui a repris votre poste, est plus efficace que vous aujourd'hui? Alors je n'ai pas été écarté, il faut savoir que ce sont des mandats de 5 ans. Ça faisait 10 ans que j'étais délégué départemental, donc j'avais aussi le souhait de freiner aussi. Je suis conseiller régional, je suis député d'une circonscription de 72 communes dans laquelle j'ai énormément de travail, énormément de temps de trajet. Je vais à la rencontre des citoyens et par conséquent c'était aussi mon souhait. Est-ce qu'elle est plus efficace? C'est la continuité, c'est une autre méthode. Elle travaille avec Brian Masson qui était également mon adjoint. On travaille ensemble également. On travaille en bonne intelligence. Ça avance parce qu'on ne voit pas concrètement ce sur quoi ça débouche. On voit qu'il y a des réunions, on voit qu'il y a des communications sur les réseaux sociaux, mais on ne voit pas concrètement des transformations au sein du RN, quoi. C'est la continuité de mon action, écoutez. Donc, sans grandes actions, c'est ce que vous voulez dire. Mais qu'est-ce que vous appelez des grandes actions? Nous, en fait, ce que nous préparons ici au Rassemblement National des Alpes-Maritimes, ce sont les échéances électorales. On va en parler. Nous préparons les élections municipales. Ouais, c'est là que ça va se voir. Évidemment, c'est là que ça va se voir. Nous avons des actions régulières sur le terrain. Là, nous avons une campagne, par exemple, d'opposition au Mercosur, que nous allons distribuer dans toutes les communes du département. Et en tout cas, le travail est fait à la fois par mon secrétaire de circonscription, par Alexandra Masson et par la direction du RN 06. Je ne sais pas ce que vous appelez de grandes actions, mais non, en fait, ce que je veux dire, c'est que, et ça a toujours été le cas, mais sous votre mandat aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que le parti s'enracine. Il a bénéficié de vagues électorales qui ont permis l'élection de 3 députés, ça c'est incontestable, mais qui étaient des vagues nationales. En revanche, localement, alors qu'il y a un terreau extrêmement fertile électoral, on n'a pas l'impression que ça se transforme en action concrète avec des militants sur le terrain. Il y en a quelques-uns parfois, mais pas à la hauteur des résultats électoraux du RN. Alors là, je crois que vous vous trompez. Nous sommes. Ils sont super discrets alors. Hein. Je crois que si. Très timides. Non, ils ne sont pas timides. Nous sommes sur le terrain régulièrement. Et je crois d'ailleurs que nous sommes un des seuls partis à avoir autant de militants sur le terrain. C'est quelque chose qui fait même notre force. Par conséquent, je crois qu'on ne peut pas dire ce que vous dites, que nous n'avons pas de militants sur le terrain. Moi, quand je vais sur les marchés, je vois beaucoup de nos militants. Je ne vois pas de LR et encore moins de PS. Alors, pour revenir maintenant sur votre circonscription en particulier, tous les lundis, vous le savez, Nice Matin accorde une interview à un maire. Ceux de vos circonscriptions disent le plus souvent qu'ils ne vous connaissent pas. Monsieur Thibauly, est-ce que vous avez le sentiment de ne pas être assez sur le terrain? Écoutez, je ne sais pas qui dit ça. Vous voyez dans le journal, hein, je n'invente pas, hein, vous voyez tout lundi, très souvent il y a des maires de votre circonscription qui disent... les maires, vous parlez? Oui, les maires. Oui, bien les sûr, maires. oui. Alors, il ne faut pas oublier que les maires de ma circonscription sont pour beaucoup politisés. Les petits villages sont politisés quand même. Ils sont politisés, où ils appartiennent, il ne vous aura pas échappé, soit à une métropole, ou à une communauté d'agglomération. Mais ce qu'il faut dire, c'est que moi je dis à ces maires, il y a 72 communes sur ma circonscription, je suis élu depuis 3 ans. C'est ça qu'il faut dire, surtout, qu'il y a 72 communes, c'est une grosse circo de l'Alpes-Maritimes. Voilà, super étendu. Hein. J'arpente ma circonscription, j'ai écrit dès mon élection à l'ensemble de ces maires, certains ont déjà accepté de me rencontrer, j'ai été les rencontrer avec grand plaisir, d'autres je n'ai pas pu encore les rencontrer parce que ce qu'il faut voir, c'est que le travail d'un député, c'est 3-4 jours par semaine à l'Assemblée nationale et 2 ou 3 jours sur le terrain. Alors, je pense être beaucoup sur le terrain. C'est pour ça que j'ai créé une permanence mobile d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai créé une permanence mobile. J'étais à Valberg, j'ai été à Péronne, j'ai été à Beuil cette semaine. Donc j'essaie, au fur et à mesure, je vais régulièrement tous les étés dans l'ensemble des fêtes patronales de ma circonscription. Et ça marche, cette permanence mobile, c'est original. Je suis un des seuls en France, je crois le seul peut-être même à faire cela.
cette permanence mobile, c'est un van aménagé en bureau parce qu'en réalité, j'avais ma permanence à Grasse. Non, je dors pas dedans. Si vous les conduisez, ça m'arrive de la conduire, bien évidemment, mais je crois que c'est une façon d'aller à la rencontre des citoyens, de rencontrer les personnes qui n'ont pas la chance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit régulièrement. C'est la première fois que je vois un député dans les villages dans lesquels je vais. Et en réalité, cette permanence mobile, quand j'étais à Grasse auparavant, eh bien, j'avais très peu de monde qui rentrait dans la permanence, donc j'ai décidé moi-même d'aller à la rencontre des concitoyens de ma circonscription. Des 3 députés RN, vous êtes le seul en 2004 à avoir eu besoin d'un second tour pour l'emporter. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous étiez plus faible que Brian Masson et Alexandra Masson ? Non, ça veut dire que j'ai mon ancienne suppléante qui s'est présentée contre moi et qui a pris les 1,8 points qui me manquaient pour être... c'est pas faux, parce que vous avez fait 48,8 je crois au premier tour, il me semble la mémoire. Et donc, qui a pris les 1,8%. C'est marginal. Je crois que j'ai été un des députés les mieux élus de France, avec 64,5%, quelque chose comme ça. Donc j'ai manqué l'élection à 1,8%. Écoutez, ça m'a permis d'aller davantage à la rencontre des concitoyens, d'avoir une semaine de campagne de plus, ce qui ne me déplaît pas. Alors Lionel Tivoli, vous avez laissé entendre que vous serez candidat aux élections municipales en 2026. Vous serez candidat où ? Écoutez, je serai candidat sur une des communes de ma circonscription. Il y en a quelques-unes. Oui, il y en a quelques-unes. Je serai peut-être candidat tête de liste et certainement sur une liste. Ça, c'est une évidence. Tête de liste, c'est pas exclu. Ça n'est pas exclu. Ça pourrait être Avance. Ça pourrait être Avance. On voit beaucoup Avance, paraît-il. On me voit de partout. On me voit de partout, donc je peux pas dire que je suis à un endroit plus qu'à un autre. Mais pourquoi Avance ? Pourquoi pourquoi vous présenteriez Avance ? Il y a un terreau fertile et il y a... Je n'ai jamais dit que je me présentais Avance. Donc il y a d'autres possibilités, Grasse, Carrosse... Je ne m'interdis rien. Ouais. Donc tête de liste, c'est pas impossible, et en tout cas, vous serez candidat au municipal quelque part. Exactement. D'accord. Alors, dans les Alpes-Maritimes, il y a une ville qui compte évidemment, c'est Nice, dont on parle beaucoup déjà aux élections municipales. On est plus qu'à un an effectivement de l'échéance. À Nice, il y a quelqu'un qu'on attend beaucoup comme candidat, mais qui retarde sans cesse sa candidature, c'est Éric Ciotti. Est-ce que vous pensez qu'il perd du temps, un temps précieux, à retarder sans cesse sa candidature ? Écoutez, Éric Ciotti laboure le terrain, il est régulièrement sur le terrain, je le vois à l'Assemblée nationale, je discute avec lui, il aime profondément Nice. Je pense qu'il sera candidat sur Nice et je ne veux pas m'avancer à sa place. C'est un vrai allié pour vous et pour le Rassemblement national. Oui, je crois que... Ça vient pas du cœur là quand même, hein ? Si, je crois qu'en fait Éric Ciotti a sauté le pas quand d'autres auraient dû le sauter. Par exemple Bruno Retailleau dont on parlait tout à l'heure. Et donc il a eu cette attitude saine, il a eu cette attitude de constance dans ses idées politiques quand d'autres ne l'ont pas eu. Et si jamais il n'y va pas à Nice, qui est-ce qui ira à sa place pour le bloc des Patriotes, on va dire ? On ne s'est pas posé la question et je c'est un an, pas partie de la commission. Vous dites que vous préparez ardemment les prochaines échéances. Je ne fais pas partie de la commission d'investiture au siège. Donc, non, mais dans les AM, vous en parlez par conséquent, je pense que ce sera Éric Ciotti qui ira. Et nous n'avons pas... Enfin, je ne sais pas, après je ne suis pas dans les arcanes nationales de la commission d'investiture, mais a priori il n'y a pas de doute à ce qu'Éric Ciotti y aille. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez des objectifs pour les prochaines échéances électorales, pour les municipales, clairement. Quelles sont les villes qui sont dans votre viseur et que vous entendez obtenir dans un an ? Toujours un exercice compliqué parce que il y a Cagnes-sur-Mer, il y a Saint-Laurent-du-Var, il y a Menton, il y a probablement des villes comme Vence que nous pouvons remporter. Donc c'est Vence alors, vous allez. Mais je ne vais pas à Vence. C'est pas parce que vraiment, ce n'est pas parce que nous pouvons le remporter la commune que je vais y gagner. Vous irez sur une commune que vous pouvez pas gagner, c'est ça que vous voulez dire ? Je l'ai déjà fait, il ne faudra pas échapper. Absolument, c'est vrai. Et que pendant 10 ans, avant d'être élu, j'ai manqué 5 ou 6 élections, donc ce que vous dites, je l'ai déjà fait. D'accord. Philippe Verdon, c'est de l'histoire ancienne pour le Rassemblement national ? Et Philippe Verdon a fait ses choix. c'est plutôt vous qui l'avez fait pour lui, parce que c'est vous qui l'avez viré quand même. Moi ? Pas vous, enfin le RN, pardon, le Rassemblement national. Oui, écoutez, ça après il a été viré, je ne sais pas s'il c'est pas lui qui est parti lui-même. S'il a été viré, bon, en tout cas Philippe Verdon aujourd'hui n'est plus au Rassemblement national.
et je n'ai pas de pouvoir décisionnel sur ça. Est-ce que ça risque de créer quand même là une concurrence à Nice si jamais il part, et il a bien attention d'y aller parce que sinon il n'a plus d'existence, si jamais il part contre Éric Ciotti aux prochaines municipales, ça va être compliqué quand même pour Éric Ciotti. Et non, je ne crois pas que ça va être compliqué pour Éric Ciotti. On l'a vu sur je suis pour un rassemblement de toutes hein. les forces patriotes. En revanche, si Éric Ciotti y va, je crois qu'il a ses chances de l'emporter, de par son implantation, de par le fait que les Niçois le connaissent. Il a été élu député, il dispose des 3 circonscriptions niçoises, et par conséquent, c'est une force politique éminemment importante à Nice. Et d'ailleurs, vous comprenez qu'il y ait un parti UDR comme ça en dehors du RN, ce serait pas plus logique que tout le monde soit au RN, parce que si c'est pour être allié, à quoi bon se distinguer de cette façon-là? Et non, parce qu'en fait, il ne vous aura pas échappé que nous avons avec Éric Ciotti des différences. Notamment sur la réforme des retraites, Éric Ciotti y est favorable, nous n'y sommes pas favorables, nous avons des différences sur l'aspect économique du programme, et je crois que sinon il aurait rejoint le Rassemblement National si nous n'avions pas ces différences. Donc c'est une alliance, c'est pas une fusion de partis, et il a eu le courage, quand 90% des sujets nous rassemblent, de dire ces sujets sont importants, de dire il faut que la France ait une vraie alternance et pas l'alternance de Retailleau et de Bayrou. Et donc, il a créé une alliance avec nous. Mais non, nous n'avons pas vocation à être dans le même parti. Alors, avant de terminer, on passe à la question perso. Frédéric Maurice. Au Rassemblement National, comme en politique, vous semblez souvent un peu à l'écart. Est-ce que c'est volontaire? Qu'est-ce que ça dit de votre personnalité? Écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez être à l'écart. Je suis sur le terrain, je suis à la rencontre des citoyens de ma circonscription. C'est vrai que peut-être je n'ai pas de phrase de choc ou je n'ai pas de coup d'éclat, comme certains le font en politique. C'est vrai que j'aime bien avoir cette réserve à titre personnel. Mais ce qui ne m'empêche pas d'être un homme de conviction, un homme constant. Je suis au Rassemblement National depuis maintenant mes 17 ans. Et cette discrétion n'a jamais fait que... Donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et est-ce que vous êtes un homme heureux? Je veux dire, est-ce que vous êtes un député heureux? Est-ce que c'est un mandat qui vous plaît? On a parfois l'impression que c'est tellement une grosse circo, c'est tellement beaucoup de choses à appréhender que parfois ça vous paraît dur et vous ne laissez pas toujours transparaître une plénitude par rapport à ça. Ah non, c'est un mandat que j'adore. C'est un mandat que j'adore, mais c'est une forte responsabilité. Ce mandat, je le prends avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de responsabilité. Je suis quelqu'un de toujours prudent, c'est peut-être ce qui laisse transparaître, peut-être de timide. Mais en tout cas, c'est un mandat qui est passionnant dans une circonscription qui, je crois, est la plus belle et la plus complète, en tout cas des Alpes-Maritimes, parce que c'est une petite France. C'est une circonscription passionnante avec des rencontres passionnantes, et c'est vrai que quand on a ce mandat-là, c'est un mandat qui est lourd de sens, lourd de responsabilité, et je n'ai pas l'habitude de laisser transparaître mes émotions peut-être. Merci beaucoup Lionel Tivoli, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée à tous.